Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Autre chose, cet épisode, il fait partie d'une série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences passées et présentes. Il n'y a pas d'ordre précis, tous les épisodes s'écoutent indépendamment les uns des autres. Je tiens à préciser que je suis une femme blanche, que je ne suis ni historienne, ni spécialisée en études post- ou décoloniales. Et que, de la France, je connais que la Corse et l'Hexagone. Ainsi, je peux avoir des biais ou dire des bêtises. Pourquoi faire cette série d'épisodes alors ? D'abord parce que je veux apprendre. Apprendre sur mon passé pour comprendre les problématiques actuelles. Ensuite parce que je veux partager des connaissances. Combien de fois ai-je entendu dire que la colonisation était soi-disant terminée ? Que tout ça, c'était du passé et qu'il fallait arrêter de sans arrêt le ressasser ? Combien de fois ai-je entendu des soi-disant nationalistes voulant défendre une France fantasmée sans pour autant connaître ses véritables habitantes ? Comment parler au nom des Françaises sans les connaître ? Enfin, parce que tout est politique. Notre histoire et notre identité française le sont également. Et je veux pas que certaines s'approprient notre roman national et le détournent pour servir leurs intérêts idéologiques. Voilà les grandes lignes. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute. Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes ? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans ? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Je vous retrouve pour le 4e épisode de ma série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences. Et aujourd'hui, on va parler d'un territoire qui se trouve à presque 6500 km de Rennes. 6500 km à peu près, c'est la distance qui sépare Rennes de Gustavia, chef-lieu de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, ou Analao de son nom autochtone, île montagneuse d'une vingtaine de kilomètres carrés, c'est notre sujet du jour. Elle est située en mer des Caraïbes, au sud de Saint-Martin et au nord de Saint-Christophe-et-Niévès. Avant d'aller plus loin, je vous conseille d'aller écouter avant ou après l'épisode sur Saint-Martin qui est sorti en même temps et qui parle bien sûr de Saint-Martin mais qui revient aussi sur l'histoire et les conséquences des cyclones à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et notamment sur l'ouragan Irma de 2017. Saint-Barthélemy donc c'est une collectivité d'outre-mer, une COM depuis 2007 et elle est gouvernée par un conseil territorial de 19 membres élus pour 5 ans et c'est ce même conseil qui élit un ou une présidente ainsi qu'un conseil exécutif. Pour vous donner une idée plus simple, le cadre institutionnel de l'île, il est proche du modèle départemental, avec un préfet résidant à Saint-Martin qui représente l'État. D'ailleurs, en parlant de représentation, la COM de Saint-Barthélemy, elle a un député, Franz Goups, membre du groupe Les Démocrates, qui, comme on l'a déjà dit, sont rattachés au groupe présidentiel, et une sénatrice, Micheline Jacques, présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, et membre du groupe Les Républicains. Si on en revient au statut de Saint-Barthélemy, c'est une COM aux yeux de la France depuis 2007, mais une PTOM au niveau européen depuis 2012. Ça paraît un peu complexe, mais en fait c'est juste des acronymes. PTOM, ça veut dire Pays et Territoire d'Outre-mer.
C'est un statut pour les territoires liés constitutionnellement à un État membre de l'Union européenne, dans notre cas la France, mais qui ne font pas partie du territoire de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ces pays et territoires d'outre-mer ne sont pas associés à l'Union européenne. Disons que c'est juste un petit peu différent. Les PTOM, elles sont par exemple pas soumises au droit européen. D'un autre côté, les produits originaires des PTOM, ils sont pas soumis aux droits de douane ou aux restrictions quantitatives. Ces évolutions de statut, que ce soit celui de COM ou de PTOM, elles sont ponctuées de mesures fiscales plus ou moins favorables au développement territorial de l'île. Par exemple, dans les années 1980-2000, la loi Ponce de défiscalisation, elle a encouragé les investissements touristiques. Elle a favorisé la construction d'hôtels et de résidences haut de gamme à Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, c'est aussi une île qui ne prélève ni l'octroi de mer ni la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, Saint-Barthélemy, elle perçoit ce qu'on appelle un droit de quai, et ça depuis la fin du XIXe siècle. Cette taxe, elle s'applique aux marchandises importées sur le territoire et elle varie selon la nature des marchandises. Et cette taxe, ce droit de quai, c'est une recette essentielle à l'équilibre budgétaire de l'île. Vous l'aurez compris, Saint-Barthélemy, c'est un territoire fiscalement assez particulier. Tout ça, ça a participé à construire le modèle économique de Saint-Barthélemy, largement tourné vers le tourisme. Saint-Barthélemy, on en reparlera davantage tout à l'heure, mais c'est une île qui s'est spécialisée à la fin des années 50 dans l'accueil balnéaire de catégories sociales très aisées. Le tourisme, c'est donc un des 3 secteurs d'activité principaux de l'île, avec l'immobilier et le BTP. En fait, le tourisme, c'est quasiment une monoactivité. C'est d'ailleurs plutôt dangereux parce que le tourisme, c'est une ressource économique assez vulnérable étant donné qu'elle dépend des événements extérieurs, qu'ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Exemple, la pandémie Covid-19, mais aussi le cyclone Irma en 2017 ou la crise financière de 2007. On reparlera plus longuement du côté touristique de l'île, mais faisons d'abord un petit point d'histoire. Christophe Colomb, il arrive sur l'île en 1493. C'est ensuite qu'en 1648 que des colons normands, en provenance de Saint-Christophe, ils arrivent sur l'île avant d'être rejoints par d'autres colons métropolitains. En 1784, Saint-Barthélemy, elle est cédée à la Suède en échange de privilèges commerciaux dans le port de Gothenburg, notamment avec l'autorisation pour les navires français d'entreposer des marchandises. Sous domination suédoise, l'île elle se développe et elle devient active dans le commerce aux Antilles. Ce développement, il est expliqué par le statut de l'île, qui a un statut de port franc, c'est-à-dire qu'elle est exonérée fiscalement et douanièrement, mais aussi, vous vous en doutez, par le travail gratuit, forcé, des personnes esclavisées. J'en profite pour faire une parenthèse sémantique parce que j'ai décidé dorénavant d'utiliser au maximum l'adjectif esclavisé et non plus le nom esclave. Ce changement de formulation, il vise à mettre en lumière le processus de chosification, d'esclavisation. Parce que utiliser le nom esclave, ça revient à dire que c'est une identité permanente, que l'on est esclave et qu'on le restera toujours. C'est une négation de ce qu'était la personne avant cette condition d'esclave. Pourtant, on n'est pas esclave, on est réduite par calcul en esclavage, on est donc esclavisé. Ce changement sémantique, c'est une manière de garantir une identité aux personnes esclavisées, de ne pas les réduire à cette position d'esclave. Parce que la langue, c'est d'abord un espace de domination. C'est pas un espace neutre, mais c'est le résultat de constructions socio-historiques. Voilà, fin de la parenthèse. Ces personnes esclavisées, donc, elles jouent un rôle essentiel dans le développement de Saint-Barthélemy. En effet, bien qu'il n'y ait pas de grandes plantations sur l'île, les personnes esclavisées, elles sont très nombreuses. Elles travaillent dans les maisons, mais aussi et surtout dans les ports. Les personnes esclavisées, elles participent activement à l'économie tournée vers le commerce maritime de Saint-Barthélemy. En 1787, le Code noir suédois, inspiré de sa version française, il est introduit sur l'île. À partir de ce moment-là, les fuites d'esclaves, elles sont courantes, et dans les années 1810-1820, les populations racisées, elles se battent, elles se révoltent pour obtenir des droits politiques.
Cette période, elle marque aussi la fin de la prospérité économique et démographique de l'île, parce que à ce moment-là, c'est la fin des guerres navales, et à cause de la concurrence des îles voisines, les activités commerciales, elles disparaissent peu à peu de Saint-Barthélemy. De plus, en 1846, la Suède, elle abolit l'esclavage, et en 1847, la dernière personne esclavisée est libérée. À partir de ce moment-là, la population racisée, elle quitte massivement l'île parce que Saint-Barthélemy, c'est un territoire trop exigu et trop aride pour soutenir une agriculture commerciale. En d'autres mots, à ce moment-là, Saint-Barthélemy, ça devient un fardeau pour la Suède. Du coup, en 1878, la France, elle récupère l'île et Saint-Barthélemy devient une dépendance de la Guadeloupe. Ce statut de dépendance, il n'empêche pas les élus de l'île de manifester leur volonté de doter Saint-Barthélemy d'un statut politique et juridique fiable, adapté au territoire et aux intérêts de la population. D'ailleurs, au 19e et jusqu'au milieu du 20e, l'administration coloniale française, elle est quasiment absente de Saint-Barthélemy, et cette absence, cet abandon, il engendre, il développe, on va dire, une culture d'auto-administration. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, mais Saint-Barthélemy, c'est une île qui économiquement vit majoritairement du tourisme. Tourisme qui s'est développé dès la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est un tourisme qui est bien particulier, à la différence d'autres îles antillaises comme Saint-Martin. Dans un article datant de 2012, les sociologues Sébastien Chauvin et Bruno Cousin, ils analysent cet entre-soi insulaire et ce tourisme exclusif. Sébastien Chauvin et Bruno Cousin, ils décrivent Saint-Barthélemy comme un lieu de sociabilité de la grande bourgeoisie, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. En gros, à Saint-Barthélemy, la population locale, elle est plutôt au service des élites économiques internationales qui fréquentent l'île. Ce modèle de développement, cet entre-soi de classe, il se développe dès le milieu du XXe siècle. En 1957, David Rockefeller, homme d'affaires états-unien, il achète 27 hectares sur l'île, il fait bâtir une villa et achète ensuite 2 autres parcelles. Ces 2 dernières parcelles, il les vend ensuite au banquier états-unien Edmond Rothschild et au financier états-unien Francis Goley. Dans les années 60-70, de nombreuses amies de la famille Rockefeller, essentiellement des états-uniennes, commencent à fréquenter l'île et à y établir des résidences secondaires. Cette nouvelle population, elle va progressivement transformer Saint-Barthélemy. Depuis les années 80, les prix des logements, des séjours de manière plus générale, ils sont très élevés et l'accès à l'île, il est assez difficile. Exemple, il n'y a pas de transport public sur l'île. L'atterrissage à Saint-Barthélemy, il est possible que pour les petits appareils et les quais portuaires, ils sont fermés aux paquebots de croisière. Pour vous dire, dans le but d'éviter la présence de vacancières moins fortunées, les habitantes et commerçantes de Gustavia, ils s'étaient mobilisés en 1996 contre les bateaux de croisière qui accostaient pour visiter l'île. Et ça a fonctionné puisque le nombre et la taille des paquebots autorisés à débarquer des passagères sur l'île, il a été limité, et entre 1998 et 2008, le nombre de croisiéristes visitant Saint-Barthélemy, il a chuté de 60%. Cet entre-soi, cette captation de la clientèle haut de gamme aux exigences occidentales, ça a des conséquences sur les services proposés sur l'île. C'est-à-dire que ce sont des produits de luxe, le luxe français notamment, qui sont mis en avant. C'est des musiques majoritairement états-uniennes ou européennes qui passent dans les bars ou les boîtes de nuit. C'est des restaurants touristiques qui, bien qu'ils se revendiquent de la cuisine du monde, ne proposent aucun plat créole, sauf un restaurant spécialisé dans la cuisine antillaise. C'est aussi un personnel de service essentiellement, majoritairement, originaire de l'Hexagone. Politiquement et économiquement, ce sont d'ailleurs les mêmes grandes familles qui contrôlent des pans entiers de l'économie et de la politique de Saint-Barthélemy. Ce sont les mêmes personnes qui ont un quasi-monopole sur des pans entiers du secteur foncier, de l'alimentation, du BTP ou de la quincaillerie. Et la justification officielle de cet entre-soi, c'est 1. La préservation de l'environnement naturel de l'île, et 2. L'argument de la sécurité des biens et des personnes.
Cet entre-soi insulaire, cette sélectivité touristique, mais aussi l'histoire de Saint-Barthélemy, tout ça, ça fait que, historiquement, la population de l'île, elle est majoritairement blanche. Surtout la population, disons, historique de l'île. Entre les Saint-Barth, c'est-à-dire les descendantes de colons, et les immigrés qui viennent le plus souvent de l'Hexagone ou du reste de l'Union européenne, l'île, elle fait exception dans ce qu'on appelle les Antilles françaises. Cette homogénéité, c'est d'ailleurs un argument de vente, d'attraction pour des clientes blanches et aisées. D'ailleurs, j'ai même lu que cette blanchité visible, elle permettait à certaines de dissimuler, de cacher l'histoire notamment coloniale de l'île. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant et important de s'intéresser à cette histoire, à l'histoire des territoires en général, parce que c'est ce qui nous permet d'expliquer le présent. Pour Saint-Barthélemy, c'est vrai que les ressources étaient assez compliquées à trouver, ou du moins j'en ai pas trouvé beaucoup, et c'est dommage parce que j'aurais aimé en savoir plus. En savoir plus sur l'histoire du territoire, mais aussi sur les problématiques spécifiques des habitantes. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de l'épisode. J'ai pas vraiment de conclusion, mais j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez une idée plus claire de Saint-Barthélemy. N'hésitez pas à partager l'épisode si c'est le cas, ou à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur Saint-Martin, qui est sorti en même temps, et qui, comme je l'ai dit, en plus de revenir sur l'histoire de Saint-Martin, revient sur l'histoire des cyclones à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et on se dit à très vite. Bisous!